Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici Bernard de Rome à Montréal. Il y a 3 ans, presque jour pour jour, le 8 mai 84, un militaire prenait d'assaut l'Assemblée nationale du Québec. Le caporal Denis Lortie, armé d'une mitraillette, ouvrait le feu sur les employés de l'Assemblée nationale. 3 personnes meurent, 9 autres sont blessées. À l'époque, Radio-Canada avait obtenu copie des images tournées par les caméras de l'Assemblée nationale, mais depuis une injonction, on a interdit toute diffusion. Ces images, on va pouvoir vous les présenter à minuit, dans une quinzaine de minutes tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui, Denis Lortie, qui avait plaidé coupable aux 3 accusations de meurtre, a été condamné à la prison à perpétuité. Lortie également a été condamné à 15 ans de prison pour 9 autres accusations de tentative de meurtre. Reste que Lortie pourrait être éligible à une libération conditionnelle dans 7 ou dans 10 ans. Là-dessus, son avocat et le juge diffèrent d'opinion. Il existe également d'autres recours que pourrait utiliser l'avocat de Denis Lortie. Pour l'instant, on va aller rejoindre Pierre Mignot à Québec. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Bernard. Alors, cette histoire-là de Denis Lortie, elle aura duré finalement 3 ans. Il y a eu 2 procès, 3 juges qui sont intervenus. Un premier procès au cours duquel Lortie plaide non coupable pour aliénation mentale. Deuxième procès, coupable de meurtre au second degré, c'est-à-dire un meurtre non prémédité. Alors, peut-être nous rappeler un peu ce qui s'est passé au premier procès. Alors, c'est ça, le premier procès en janvier 85, c'était des accusations de meurtre au premier degré. Il avait plaidé non coupable pour cause d'aliénation mentale. Il a quand même écopé de prison à perpétuité, 25 ans ferme avant l'admissibilité à la libération conditionnelle. Un peu plus tard, la Cour d'appel cassait le jugement. Elle estimait que le juge Yvan Mignot avait erré en droit lors de son adresse aux jurés. Alors ça nous amène, elle leur donne la tenue d'un deuxième procès. En janvier 87 de cette année. Janvier 87, le deuxième procès avec le juge Jacques Ducrot. À ce moment-là, il y a eu une entente entre la couronne et la défense. On a opté pour une accusation réduite, meurtre au second degré. Donc, il plaide coupable à une accusation réduite de meurtre au deuxième degré, c'est ça? C'est ça. Alors, il n'y a pas eu de procès, il y a eu des représentations sur sentence. Et tout au long des représentations sur sentence, l'avocat de Denis Lortie, Jacques Larochelle, a insisté beaucoup sur le concept d'impulsion irrésistible. Ce qui veut dire quoi, ça, en français? Cela, ce que ça veut dire, c'est que son client n'était pas en mesure d'apprécier son geste, même s'il en connaissait les conséquences. Par exemple, il avait dans les mains une mitraillette, il savait que ça pouvait tuer des gens, mais il ne pouvait pas s'empêcher de le faire, un peu comme s'il n'y avait pas de rapport de cause à effet. Alors, à partir de là, Maître Larochelle a soutenu que l'article 16 du Code criminel, qui définit l'aliénation mentale comme cause de défense, était trop restrictif et ne s'appliquait pas à son client, et que, par conséquent, ça brimait les droits de son client à recevoir un traitement équitable. Mais je pense que le juge Ducrot, à l'époque, était sensible à ces arguments-là. Oui, le juge Ducrot a senti qu'il y avait là une voie à explorer, alors il a rejeté le plaidoyer de culpabilité, il a en quelque sorte renvoyé la défense faire ses devoirs et a ordonné la tenue d'un deuxième procès. Et là, on se retrouve avec le deuxième vrai procès, un troisième juge qui entre en action, le juge Desjardins. Et encore une fois, Lortie plaide coupable à des accusations réduites, c'est ça? Oui, c'est ce qui fait que finalement, on ne s'est jamais retrouvé avec un deuxième vrai procès, mais encore des représentations sur sentence. Le juge Ducrot se désiste et c'est le juge Gaston Desjardins qui entre en jeu. Lui, il reconnaît le plaidoyer de culpabilité et c'est même là-dessus qu'il s'est basé. Il en arrive à la conclusion que c'est un crime comme un autre et que Lortie doit être traité comme tous les criminels, pas plus, pas moins. Alors, il lui a donné cette peine de prison à perpétuité, mais cette fois, la libération conditionnelle est possible après 10 ans. Bon, on va y revenir, mais avant ça, c'est que je pense que l'avocat de Lortie souhaitait que son client soit traité dans un hôpital psychiatrique. Et là, finalement, il va se retrouver en prison. Est-ce à dire que l'avocat de Lortie pourrait aller en appel sur la décision d'aujourd'hui? Il pourrait aller en appel, mais ça ne semblait pas évident aujourd'hui. On avait plutôt l'impression qu'il y avait un certain soulagement du fait qu'au départ, on ne partait plus à 25 ans, mais à 10 ans avant de pouvoir aller en libération conditionnelle. Bon, pour ce qui est maintenant du fait que Lortie est éligible à une libération conditionnelle, est-ce dans 7 ans ou dans 10 ans? Oui, c'est ça. Ben alors, le juge me dit 10 ans. L'avocat de Denis Lortie me dit que c'est 7 ans puisqu'il y a 3 ans de fait. D'ailleurs, si vous voulez, on va écouter Maître Larochelle. Bien. Le juge ne l'a pas précisé, mais les 3 années que M. Lortie a déjà purgé comptent sur le 10 ans. Donc, il est éligible à une demande de libération conditionnelle dans 7 ans. Allez-vous aller en appel? La décision lui appartient, il ne l'a pas encore prise. Alors, la question est étudiée présentement. Et vous, dans votre esprit, vous êtes toujours revenu, je me rappelle, le deuxième procès, tout ça, avec la question, c'était fondamental que Denis Lortie est dans une institution psychiatrique. Là, on vous dit, c'est pas vrai, cette histoire-là. C'est pas ça qu'on a dit. On a dit on n'a pas le pouvoir de le faire. On n'a pas le pouvoir, légalement parlant, on ne peut pas le faire. Personne n'a dit que c'était pas vrai. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit, c'était pas que M. Lortie devait nécessairement aller dans une institution psychiatrique, mais qu'il devait recevoir des soins psychiatriques. Je pense que l'emplacement, la mesure des soins, tout ça peut être laissé à la discrétion de ceux qui administrent les soins. Pensez-vous qu'il peut trouver des soins satisfaisants dans un pénitencier? Ça pourrait être possible, oui. Ça pourrait être possible. Si on fait les efforts nécessaires, certainement.
Alors, en terminant, Pierre, Denis Lortie, à partir de maintenant, en 30 jours, parlait en appel. Tantôt, vous avez complété votre topo au téléjournal en disant que finalement, après 3 ans, on ne sait toujours pas pourquoi Lortie agit de la sorte. Oui, bien, généralement, les policiers cherchent le mobile pour trouver le coupable. Cette fois, avec la bande vidéo, on savait qui était le coupable. Alors, donc, sans que ça devienne accessoire, on s'est plutôt axé sur l'état psychologique de Lortie. Je vous remercie beaucoup, Pierre Mignot, de ces explications-là et bonsoir. Bonne fin de soirée. Bonsoir. Bien. Au moment où se sont produits ces événements à Québec, c'était l'avant-midi. La Chambre ne siégeait pas ce matin-là. Bien sûr, il y avait les employés de l'Assemblée nationale, mais les députés étaient absents de la Chambre, c'est-à-dire qu'ils étaient à l'extérieur du Parlement ou dans leur bureau. Le président de l'Assemblée nationale, à l'époque, Richard Guay, se trouvait justement dans son bureau tout près de la Chambre. Il a vécu avec tout le monde là-bas les quelques minutes d'horreur, très dramatiques de la fusillade, on le verra plus tard, puis les longues heures d'attente avant que Denis Lortie ne se rende. Il y a quelques jours seulement, Pierre Craig a recueilli le témoignage de Richard Guay. Monsieur Guay, si vous voulez, on va se ramener au 8 mai 84. Il est environ 9h15, 9h30. Denis Lortie entre dans l'Assemblée nationale, tire des rafales un petit peu partout. Vous êtes où à ce moment-là, vous? Dans mon bureau, qui est situé dans l'édifice avoisinant, mais relié par passerelle au couloir qui mène à l'arrière même de la chambre, de la salle de l'Assemblée nationale. Alors, j'ai entendu ces rafales, d'abord de l'extérieur, probablement la rafale qu'il avait tirée de la citadelle dans un premier temps. Et la deuxième que j'ai entendue, c'est celle qu'il a tirée ayant traversé la chambre dans ce couloir arrière avant qu'il ne réintègre la salle de l'Assemblée nationale pour s'asseoir sur le fauteuil du président. Qu'est-ce que vous avez pensé sur le coup, en entendant ces rafales? La première qui était loin, à la citadelle, je pensais à des pétards à mèche, je trouvais ça curieux à cette heure-là le matin. La deuxième, par exemple, on n'avait pas eu me faire un dessin, c'était de toute évidence une rafale de mitraillette qui était tirée de très près. Et donc, on avait intérêt à ne pas sortir dans l'immédiat. Après quoi, quand ça s'est calmé, dans les 3-4 minutes suivantes, là, effectivement, je suis sorti pour aller voir ce qui se passait quand même. Et je me suis ramassé d'ailleurs à l'arrière de l'Assemblée nationale, derrière le fauteuil du président, pendant que le sergent d'armes, M. Jalbert, discutait avec Lortie. J'ai quitté, là, je suis allé à la rencontre de la police. Bon, je fais grâce de la suite, c'était de fort longues heures. Ouais. Écoutez, on peut voir à la télévision, on peut lire dans les journaux que des événements comme ceux-là se déroulent un petit peu partout dans le monde, ailleurs dans le monde, mais que ça se passe à Québec, à l'Assemblée nationale du Québec. Qu'est-ce que vous avez pensé? Comment vous avez pris ça sur le coup? Bien, sur le coup, vous savez, dans la journée, l'important, c'était d'en régler avec le caporal Lortie, notamment, idéalement, de faire en sorte qu'il soit pris prisonnier et qu'on termine cette histoire-là. Mais sur le coup, pensez-vous que c'était des gens organisés, l'œuvre... L'hypothèse a été évoquée. On se demandait un peu, écoutez, le Parlement de Québec, c'est quand même pas tout le moins inusité, heureusement. Et alors, était-ce le fait d'un individu isolé? Était-ce un coup concerté? Est-ce qu'il y en avait d'autres? Enfin, assez rapidement, on s'est aperçu qu'il s'agissait d'un seul individu et que, par conséquent, il était sous contrôle d'une certaine manière. C'est-à-dire que le sergent d'armes discutait avec lui, que de toute façon, les policiers étaient là et que, ou bien il sortait par négociation, ou il sortait les pieds par en avant. Il y a eu 13 personnes blessées, 3 personnes qui ont été tuées, mais ça a créé des problèmes, des traumatismes à beaucoup de gens. Il y avait plusieurs centaines de personnes qui travaillaient à l'Assemblée nationale ce jour-là peut-être. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que les gens ont ressenti dans les jours et même les mois qui ont suivi? Ça dépend des gens d'abord, et ça dépend de l'endroit où ils étaient lorsque la fusillade s'est produite. Évidemment, les gens qui se sont trouvés un peu dans le champ de tir du caporal Lortie, à partir du moment où il est entré dans l'édifice, les couloirs qu'il a empruntés, l'escalier, la chambre et tout ça, les gens qui, sans être blessés, se sont retrouvés dans le champ de tir, ont été singulièrement plus traumatisés que d'autres qui étaient fort loin. Bien que des personnes qui étaient même au 3e étage, donc loin de tout cela, ont été traumatisées. Mais ça a créé assez de problèmes pour que vous engagiez par la suite un médecin spécialiste. Sur les entrefaits, le lendemain ou le surlendemain ou plus tard, on a engagé effectivement une personne qui est spécialisée, docteur de Montagne, qui est spécialisée dans les traumatismes collectifs et qui a rencontré les employés de l'Assemblée, les députés aussi, mais il y en a fort peu qui sont présentés, mais les employés de l'Assemblée nationale qui voulaient, en quelque sorte, en parler, qui avaient besoin d'en parler pour de sortir de leur système, ce traumatisme-là. Il y en a qui l'ont moins été ou pas été. Alors, cela, ça allait à la rigueur. Ça a provoqué des effets, des traumatismes littéralement physiques chez les gens. Oui, il y a des gens qui, dont l'état de santé, indépendamment des blessures, dont l'état de santé ne s'est jamais tout à fait remis.
Je crois qu'il y a 200 personnes qui ont participé à des thérapies de groupe en compagnie d'Hélène Lamontagne. En effet, approximativement. Les premiers visés, c'était vous, c'était les députés, les ministres, les membres de l'opposition. Comment ces gens-là ont-ils réagi? Ben, mal, dans la mesure où, évidemment, c'est une situation quelque peu inconfortable de savoir que si Lortie était venu à la bonne heure, je ne serais peut-être pas ici, moi, pour vous en parler. Parce qu'effectivement, c'est un hasard. C'est Il un aurait hasard. fort bien pu arriver à 2 heures l'après-midi. Oui, parce que normalement, effectivement, l'Assemblée siégeait, comme tous les mardis, à 14 heures. Il se trouvait que ce matin-là, pour une raison technique, nous avions décidé de faire siéger une commission parlementaire dans la salle même de l'Assemblée nationale. Et que, par conséquent, prenant les renseignements quant au moment où l'Assemblée était ouverte le matin, le mardi matin, on lui a dit 10 heures parce qu'il y avait une commission qui siégeait là. Et il s'est donc amené à 10 heures moins 10, moins 5. S'il s'était amené à l'heure exacte, ça aurait été une toute autre histoire. Parce que vous auriez été à peu près tous là à ce moment-là. À 14 heures, effectivement, normalement, sauf les absents, les retardataires, mais normalement, la plupart des députés, en effet, sont présents à l'Assemblée au moment où le président ouvre la séance. Est-ce que ces traumatismes qu'on a remarqués chez les employés de l'Assemblée nationale, vous en avez remarqué aussi chez vos collègues députés, ministres ou membres de l'opposition? Les députés et les ministres n'étaient pas très enclins à se parler de ces événements-là. Et je pense que s'il y a eu des traumatismes, en tout cas, les gens ont eu tendance à les garder, soit pour eux-mêmes, soit en parler à des députés qui pouvaient être leurs amis intimes à la rigueur, ou dans leur famille, ou à l'extérieur. Mais ça n'a pas vraiment fait l'objet de beaucoup de conversations entre les députés, au-delà, bien sûr, des jours suivants. Là. Mais, enfin, une fois le temps passé, et quelques semaines après, les députés avaient d'abord toute autre chose. L'Assemblée avait repris son rythme normal dès le lendemain. J'avais insisté là-dessus. Dès le lendemain, l'Assemblée avait été redécorée et siégeait. Il était important que le Parlement manifeste pour la population que le Parlement était toujours là et siégeait. Si René Jalbert n'avait pas été là ce matin-là, est-ce qu'il n'y aurait pas eu une catastrophe finalement? Est-ce qu'il a vraiment réussi à arrêter Lortie? Il a très certainement réussi à en arriver à une solution négociée avec Lortie et il a fait preuve, ce faisant, d'un courage absolument extraordinaire. Si M. Jalbert n'avait pas été là, Lortie était assis sur le fauteuil du président. C'était une question de temps que les policiers arrivant, il l'avait ou il l'aurait eu en joue. Et à défaut de se rendre, il l'aurait probablement abattu, j'imagine. Donc, à partir du moment où il était assis sur le fauteuil du président, enfin, dans les 5 minutes qui ont suivi, parce que tout ça, depuis le moment où Lortie est entré dans le Parlement, jusqu'au moment où il s'est assis sur le fauteuil du président, le carnage a duré exactement 3 minutes. On peut dire que dans les 5 à 6 minutes suivantes, là, au bout de 10 minutes, en d'autres mots, la situation était malgré tout sous contrôle. Et au bout de 15 minutes, en tout cas, à coup sûr, les policiers l'avaient en joue et auraient été obligés de l'abattre si Lortie ne s'était pas rendu. Mais il était évidemment bien préférable qu'on en arrive à une solution négociée. Et ça, c'est grâce à M. Jalbert que c'était possible. Alors donc, dans quelques secondes, on va voir le travail absolument sans pareil accompli ce 8 mai 84 par le sergent d'armes à l'époque René Jalbert de Québec. Denis Lortie, en vêtements de combat, armé de 2 fusils mitrailleurs et d'un pistolet, se ferait un chemin en ouvrant le feu jusqu'à la chambre, où il croit à ce moment-là que les travaux sont en cours. La salle est presque vide. Lortie s'installe sur le fauteuil du président de l'Assemblée, Richard Gay, qu'on vient de voir, où il tire encore quelques rafales. Et puis tout à coup, c'est l'intervention de René Jalbert, cet ancien soldat qui fait appel au sens du devoir militaire de Denis Lortie. Alors donc, à partir d'une bande d'1h20, Claude Desbiens préparé des extraits qui durent environ 6 minutes. Au moment où ça commence, Lortie vient de tuer 3 personnes et en a blessé 9 autres. C'est la première fois que l'on voit ces images tout à fait saisissantes de l'intérieur de l'Assemblée nationale. Denis Lortie est assis dans le fauteuil du président de l'Assemblée. Il vient de tuer 3 personnes et d'en blesser une dizaine d'autres. Il est nerveux, il vocifère toutes sortes de mots. C'est comme ça? Ben oui. Je t'ai carré. Moi aussi, je suis bien comme vous. Mais tu
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'il va te dire en tant que militaire? Comme militaire, moi, je suis de vous. Comme il l'a dit au cours de son témoignage, René Jalbert voulait dès ce moment établir une relation de confiance avec Denis Lortie, une relation de militaire à militaire. J'ai fait 30 ans à l'armée, j'ai fait la Deuxième Grande Guerre, j'ai fait la Corée. Et au bout de quelques minutes, Denis Lortie accepte de laisser partir les gens qui se trouvent encore à l'intérieur du Salon Bleu. Tu peux sortir? T'es blessé, je m'excuse. Monsieur Lévy. Tu peux te sortir, un soldat? Oui, vas-y. Ah, écoute, ça c'est gentil, papa. Merci. Je m'excuse. Je savais pas que vous étiez là, vous. Sors! Sors! Sortez-vous. Excusez-moi, je vais peur. Monsieur le Bacchus, parce que ça livre comme ma peau. Quelque chose. Oui. 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 Si un autre est caché ici, Sortez, je le sens caché. Moi, je vous le dis. Vous prenez rien, promis. Sortez, vite. Viens ici. il y a un petit d'autre. Il y a un petit d'autre à quelque part. Checkez s'il y en a d'autres blessés. Bon, Voilà! sortez, vous là. Sortez. Sortez de moi. Va à l'arrière de vous. Merci. Je ne vous fais pas. Sortez de moi. Monsieur votre cœur est en train de battre plus vite que le mien, je le sais. Mais ça, c'est la vie. Ce n'est que plus tard que les deux hommes vont finalement s'identifier. René Jalbert va demander alors à Lortie de lui expliquer les raisons de son geste. Jalbert, on le sent, veut gagner du temps. C'est alors que du haut des balcons, un policier intervient et se mêle de la conversation. Tu veux parler avec moi? Alors, qu'est-ce qui se passe? Peux-tu parler? OK, qu'est-ce que j'ai fait? Ouais. Bon? Ben, pas qu'est-ce que j'ai fait, mais pourquoi tu fais ça? Ça, c'est la politique. La politique? Oui. Sortez, vous là. Non, la tête, je suis chose à la tête, il y a l'air d'être un homme conscient. T'es un comptable ou un officier, la police? Moi, je suis un comptable, c'est le même. Bon, ça, j'aime ça parler ici. Bon, il y en a un autre qui s'est présenté, qui n'a pas eu peur. Écoute, monsieur, on va voir. Tu m'as dit que tu étais sur route, mais va bien, on va voir les deux. Je te tirerai pas dessus, promis. Parce que si tu as eu le front, On peut savoir pourquoi tu fais ça, tu en fais des livres, des choses comme ça. tu veux-tu m'aider? Moi, je les choses, ma vie est finie. Hey, Hein? C'est pas mes darons, c'est les suivants qui s'en viennent, bouteille. Ouais. Pourquoi tu veux faire ça? Mais là, il pose des questions, il essaie de me faire pour parler, là. Pourquoi tu veux parler de là tout seul, tranquille, parce qu'on se connaît, on est deux soldats. Alors vous, je vous demande de sortir. S'il vous plaît. Dérangé par le policier du balcon, René Jalbert a même voulu s'en aller à quelques reprises. Moi, j'ai dit, Mais non, reste. s'ils sont pas, je m'en vais. Alors, c'est un choix, sors. Je te le demande, s'il vous plaît, je suis poli. OK, moi, je vais être poli. Si je sors pas, qu'est-ce que tu fais? Je fais rien. Je fais rien. OK. Moi, si je fais rien, toi, tu fais rien, on va partir de même. Ça marche bien, ça? OK, mais t'es pas sur la place, s'il vous plaît. OK, d'accord. On peut-tu monter? Oui. C'est pour ça que je suis venu, vous direz, on est en conférence. Ah là, d'accord, OK. Non. C'est ça, oui. Ah, là, il y a des qui restent là, c'est bon. Allez, regarde, on va manger ici. Sortez, vous là, allez chercher 2 cafés, s'il vous plaît. Là, tu m'ouvres des gens. Effectivement, quelques minutes plus tard, les deux hommes ont eu droit à du café et qui a été servi par René Jalbert. Denis, Oui. voici le café. Conseil de la porte, ça va, oui. Quelle des belles tasses en tabarnak. Tu viens-tu? J'avais la révolution pour te Alors, mets des cafés en même temps, hein. Pour toi. Et ensuite, le dialogue entre les deux hommes va se poursuivre à voix basse pendant de longues minutes. Denis Lortie va accepter l'idée d'aller dans le bureau de René Jalbert, où quelques heures plus tard s'est négocié la reddition du militaire. J'en ai un peu sur moi. OK? Alors, tirez-moi s'il vous plaît dans le dos. Ah, laissez ça, laissez jamais assez, s'il vous plaît. Ah, excusez-moi, respect l'armée. Mets ta galette sur la tête, t'es un bon soldat. Non, c'est correct. OK? Mais il faut plus, là. Comment il fait là? J'ai-tu passé un quart, 15 secondes? 1 seconde? Maintenant, je respecte ma parole. À la suite de ces événements, le sergent d'armes René Jalbert a été décoré pour acte de bravoure par le gouvernement du Canada. Ici Claude Desbiens, à Québec. Alors, ce que vous venez de voir là, ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas du cinéma. C'est arrivé, c'est vraiment arrivé il y a 3 ans dans le Salon Bleu de l'Assemblée nationale à Québec, comme quoi les vrais héros, ça n'existe pas nécessairement uniquement dans les films.
Cet acte d'héroïsme absolument sans pareil dont a fait preuve René Jalbert à Québec lui a valu un an plus tard la récompense d'être désigné au poste de gentilhomme huissier de la Verge Noire à Ottawa, une appellation dont vous avez déjà entendu parler lors de cérémonies plus officielles au Parlement d'Ottawa. Et justement, Catherine Berman est en ligne là-bas. Bonsoir, Catherine. Bonsoir, Bernard. Alors, ce poste de gentilhomme huissier de la Verge Noire, quelle est la nature exacte de ce travail-là, de cette fonction-là? Bien, Bernard, c'est un poste qui est largement honorifique et qui ressemble pas mal d'ailleurs au poste de sergent d'armes qu'il occupait auparavant à Québec. Ces fonctions comprennent en particulier de mener chaque jour la procession qui amène le président de la Chambre à l'ouverture de la séance du Sénat, tout en portant la Verge Noire, cette fameuse Verge Noire qui est le symbole de la dignité depuis le XIVe siècle en Angleterre. C'est également lui qui va à la Chambre des communes inviter les députés à se rendre au Sénat pour l'ouverture de la session, pour la prorogation de la session et aussi chaque fois qu'il faut donner la sanction royale à un projet de loi qui a été adopté par les deux chambres. Et d'autre part, deuxième volet de son rôle, c'est lui qui est responsable de la sécurité au Sénat comme il était à Québec. Bon, il est évident que ce poste habituellement est attribué à un ancien militaire, à un militaire. On a vu tantôt dans cette bande vidéo là qu'on vient de présenter, cette poignée de main entre René Jalbert et Denis Lortie. C'est comme ancien militaire, finalement, qu'il a réussi à calmer, à apprivoiser d'une certaine manière Denis Lortie. Parlez-nous un peu du passé militaire de René Jalbert. Sa carrière militaire a été longue, Bernard. En fait, il a passé 27 ans de sa vie à servir l'armée canadienne. Il avait seulement 22 ans. C'était en 1942, quand il a été envoyé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale au début. Puis, il est allé en Angleterre. Après la Seconde Guerre mondiale, c'était la guerre de Corée, il est allé en Corée. Ensuite, l'Indochine, il est allé en Indochine. Et finalement, il a fait partie de la force de paix à Chypre. Ceci jusqu'en 1969. À ce moment-là, il avait 48 ans, donc jusqu'à ce moment-là, il a servi dans l'armée canadienne. Ayant fait toute cette carrière militaire-là, il était assez naturel qu'une fois rendu à Québec, on lui propose, on lui offre, on lui demande de s'occuper de la sécurité à l'Assemblée nationale. Donc c'est ce qu'il a fait et c'est la même chose, ce sont les mêmes fonctions qu'il occupe maintenant à Ottawa. Alors donc, il s'occupe de sécurité à Ottawa également. Il s'occupe de sécurité, il est chargé de toute la sécurité au Sénat. Et quand il est arrivé à Ottawa, c'était 1 an et demi après les incidents qu'on vient de revoir ici devant l'écran. Nous l'avions rencontré, il venait d'arriver à Ottawa, il s'installait, il n'était pas encore tout à fait certain de où étaient les choses et de ce en quoi consistait son travail, mais il y avait une chose qui était claire dans son esprit, c'était l'incident de mai 84. Alors nous allons écouter parler de cet incident-là. Très bien. Est-ce que je le ferai encore? Je ne sais pas. Il est possible que ça n'arrivera jamais. Toutefois, je crois qu'aujourd'hui, dans la société, tous les politiciens sont des cibles. Et il est important, extrêmement important, que nos législatures, au Sénat, à la Chambre des communes, qu'il y ait un système de sécurité très adéquat, un système de sécurité adéquat et aussi discret. Oui, bien effectivement, je pense que René Jalbert, le major à la retraite René Jalbert, s'est fait fort discret depuis ce temps-là à Ottawa. Il a été extrêmement discret. En fait, il s'est installé dans ce poste et on n'a presque pas entendu parler de lui. S'il a fait des réformes au système de sécurité du Sénat, comme il avait l'intention de le faire, il a fait de façon tellement discrète qu'on n'a jamais entendu parler de ces réformes-là. Donc c'est un homme qui est très discret. Il a fait toute une carrière sur cette discrétion avec une sorte de sens de servir son pays qui a dominé toute sa carrière, qu'elle soit une carrière militaire ou une carrière de fonctionnaire, finalement. Le grand commis d'État. Lorsque, finalement, la philosophie de sa vie, on peut la résumer dans les quelques mots-là que nous écoutons. Je crois, personnellement, je crois que le poste le plus noble. Alors, je pense que ce que René Jalbert disait, c'était que le poste le plus noble, c'est de servir son pays, finalement. C'est ça? C'est ça. Alors, même aujourd'hui, j'imagine que René Jalbert savait que la décision du juge Desjardins allait être rendue. Il s'est fait tout aussi discret aujourd'hui à Ottawa?
Tout aussi discret, on n'a pas entendu parler de lui. C'est ce qu'on peut dire de cet homme, c'est que s'il a été amené à Ottawa parce qu'il avait été un héros, lui ne s'est jamais comporté en héros. Merci beaucoup, Catherine Berman. Eh bien, là-dessus, ceci complète notre émission spéciale consacrée à l'occasion de cette condamnation de Denis Lortie. Je vous remercie de votre attention. On tourne à Fernandel, c'est plus drôle. Au revoir.